Et notre invitée autour du monde, Héloïse Fayet, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheuse spécialiste en dissuasion et prolifération nucléaire à l'IFRI. Vous êtes également chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. 48 heures donc après les frappes américaines, les Israéliens continuent de taper sur le site de Fordo. Le site étant réputé comme le joyau du programme nucléaire iranien. D'où cet acharnement d'après vous ? Oui, effectivement, c'est certain. Comme on l'a vu dans les affirmations de l'AIEA et de la plupart des officiels américains et israéliens, il est peu probable que l'entièreté du site ait été détruit de ce fait, étant donné que les Israéliens ont la maîtrise du ciel iranien et que personne ne les empêche de faire ces frappes. Eh bien, effectivement, ils continuent à frapper le site de Fordo afin d'être certains que les installations nucléaires au cœur en fait de cette montagne soient détruites. Pour le moment, Comment, excusez-moi, effectivement, mais on n'a pas d'informations. comment est-ce qu'il pourrait être certain en envoyant des hommes sur place, à terre? Oui, la seule façon, en fait, d'en être certain, c'est d'envoyer des hommes sur place ou d'attendre effectivement que les Iraniens et également des inspecteurs de l'Agence de l'énergie atomique, puissent se rendre sur place afin d'évaluer les dégâts. Cependant, le directeur de l'AIEA a rappelé que les centrifugeuses, donc une composante clé du programme nucléaire iranien qui se trouve dans Fordo, sont extrêmement sensibles à la poussière, aux vibrations et donc il est tout à fait probable, en fait, qu'au moins une partie des centrifugeuses qui servait donc à produire l'uranium enrichi dont l'Iran avait besoin pour son programme nucléaire, ait été, sinon détruite, au moins endommagée. Alors parlons de cet uranium enrichi. L'AIEA a parlé juste avant la guerre de 400 kilos enrichis à 60%. D'abord, est-ce que on sait où se trouve le stock? Alors, le stock est beaucoup plus large que ça. En fait, il s'agit de près de 5 tonnes d'uranium enrichi à divers degrés et effectivement environ 400 kilos d'uranium enrichi jusqu'à 60%. C'est-à-dire, en fait, plus votre uranium est enrichi, plus c'est facile ensuite de fabriquer une arme nucléaire avec. Et aujourd'hui, en fait, il semblerait, et même les officiels américains le reconnaissent, que ce stock d'uranium hautement enrichi, donc qui était justement stocké à Fordo, eh bien, est disparu. C'est-à-dire que les Américains reconnaissent qu'ils en ont perdu la trace. Alors, les Israéliens semblent sous-entendre qu'eux parviennent à suivre le chargement d'uranium qui aurait donc été retiré avant, évidemment, les frappes américaines auxquelles les Iraniens s'attendaient. Mais ça pose un vrai problème en termes de traçabilité et évidemment de risque de prolifération nucléaire. Quand l'AIEA dit que Téhéran lui a adressé le 13 juin une lettre pour lui signaler la mise en place de mesures spéciales, je cite, hein, pour protéger les équipements et la matière nucléaire, c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Les Iraniens avaient déplacé le stock. Oui, c'est plus large que ça. En fait, donc cette annonce le 13 juin, elle est évidemment conséquence déjà des frappes israéliennes, sur l'Iran, mais aussi du fait que, juste en début de semaine dernière, donc le 9 juin, il y a eu une décision prise au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, disons, critiquer et de pousser l'Iran à mieux respecter ses engagements, vis-à-vis de l'AIEA. Ça n'a pas été fait. Au contraire, les Iraniens ont annoncé qu'ils allaient mettre en place de nouveaux sites. Ils se sont donc doutés que ça allait probablement générer au moins des frappes israéliennes. Et donc c'est effectivement pour ça qu'ils ont pu prendre ce genre de disposition, en plus de la possible mise en œuvre en fait de sites dissimulés auxquels l'AIEA n'a pour l'instant pas accès. Juste pour revenir sur les 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, c'est cet arsenal-là qui constituait une menace pour les Israéliens? Alors en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir quelle était vraiment la menace imminente dont les Israéliens parlent et avec laquelle ils justifient leur frappe sur le programme nucléaire iranien. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a encore quelques semaines, selon le renseignement américain, l'Iran avait certes de nombreux composants pour fabriquer une arme nucléaire, mais n'avait pas encore pris la décision politique et pas encore effectué les étapes techniques nécessaires pour la fabrication d'une arme. Ça fait plusieurs semaines, du coup, enfin plusieurs jours, que les Israéliens affirment que si certaines étapes étaient franchies, mais pour l'instant, on n'a en fait pas de preuves concrètes et visibles de cette décision iranienne selon l'Iran, enfin selon Israël. Mais il n'y a pas besoin que de cet uranium enrichi. Ce n'est pas parce qu'il y a 400 kilos d'uranium enrichi dans une installation nucléaire qu'il y a forcément une arme nucléaire fonctionnelle. Il faut effectuer des essais en termes de détonique, par exemple,
exemple, pour être certain que la bombe peut exploser. Et il y a des gaz spécifiques à fabriquer. Donc l'uranium enrichi est au cœur du processus, mais ce n'est pas la seule étape nécessaire pour avoir une arme nucléaire fonctionnelle. Et malgré tout, les Américains ont frappé tout comme les Israéliens. Il n'y a pas d'autres pays qui constituent une menace équivalente à celle de l'Iran. On a la Corée du Nord en tête. C'est déjà une puissance nucléaire qui a menacé dans le passé directement les intérêts américains, sur l'île de Guam notamment. Personne n'intervient. Pourquoi est-ce qu'on intervient en Iran et pas en Corée du Nord? Il n'y a pas une incohérence là stratégique? Alors parce que la Corée du Nord a une arme nucléaire, Ah enfin une oui, cinquantaine de ça têtes change tout. nucléaires, et donc en cas d'attaque sur son territoire, il pourrait très bien répliquer contre la Corée du Sud, contre le Japon. Rappelons qu'il y a environ 60 000 militaires américains qui sont répartis entre la Corée du Sud et le Japon. Donc évidemment que non, il n'est pas possible en fait aujourd'hui de bombarder les installations nucléaires nord-coréennes, qui sont aussi, comme celles de l'Iran, extrêmement bien protégées. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la leçon à retenir en fait de ce qu'il se passe. Soit les pays qui sont aujourd'hui candidats potentiellement à une prolifération nucléaire sont convaincus eh bien, que ça n'en vaut pas la peine, car les pays s'exposent en fait à des ripostes militaires alors même qu'il n'y a aujourd'hui pas de preuves concrètes que l'Iran allait vers la construction d'une arme nucléaire fonctionnelle, ou alors ils essayent au contraire de jouer le tout pour le tout et d'aller le plus rapidement possible vers la construction d'une arme nucléaire fonctionnelle afin d'établir un rapport de dissuasion entre eux et puis le pays qui souhaite l'attaquer. Donc il y a des pays qui vont être tentés d'accélérer leur programme nucléaire. On pense à l'Arabie Saoudite, à la Turquie, à l'Égypte. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui soit aussi avancé que l'Iran en termes d'armes nucléaires sans en avoir une. Alors en fait, on pense plutôt à la Corée du Sud, mais tous les autres pays potentiellement proliférants que vous avez cités, donc l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, la Corée du Sud, le Japon, sont, contrairement à l'Iran, des pays tout de même proches des Occidentaux, et notamment évidemment quand on pense à la Turquie qui fait partie de l'OTAN, au Japon ou à la Corée du Sud. Donc là, on est sur une dimension un petit peu différente. Si jamais ces pays prolifèrent, c'est parce que les garanties de sécurité que les États-Unis ou l'OTAN peuvent leur proposer face à des menaces ne sont pas suffisantes. Donc on est sur une perspective un petit peu différente du régime iranien, mais c'est certain que depuis le début de la guerre en Ukraine, on observe un regain d'intérêt très net pour les armes nucléaires, en parallèle d'un effondrement du système de régulation internationale et notamment du traité de non-prolifération nucléaire.